Alors la deuxième question qui a émergé de cette synthèse, c'est et si l'assurance n'avait pas encore tiré toutes les conséquences d'un recrutement de plus en plus exogame? Alors il y a d'abord, comme je le disais tout à l'heure, le constat de l'importance des recrutements de collaborateurs sans expérience ni formation préalable en assurance qui intègrent nos entreprises à des âges souvent relativement avancés, déjà établis dans leur vie personnelle et professionnelle, et qui touchent alors naturellement bien des domaines. C'est clair que cette configuration, on la rencontre sur tous les métiers du numérique, du digital, de l'informatique et autres, mais également dans les cœurs métiers de vente ou d'indemnisation ou de souscription que l'on a vu. Et ça, c'est un fait peut-être un peu plus nouveau par rapport à ce que ça a pu être il y a quelques années. De ce point-là, on tire des échanges avec le groupe de travail la conclusion de la nécessité d'attirer en provenance d'autres secteurs, non pas d'autres secteurs, des collaborateurs expérimentés sur différentes classes d'âge. Voilà, donc, à la table ronde précédente, on a ciblé effectivement des publics jeunes, qu'il s'agissait finalement d'aller capter à la source et de les faire rentrer dans le métier. Là, le constat, c'est qu'on est en concurrence frontale avec des tas d'autres secteurs qui nous piquent nos collaborateurs et on doit aller les chercher chez eux. Donc la question qui vient, je dirais très rapidement et très caricaturalement peut-être, c'est comment s'adresser à ces professionnels en plus de la communication institutionnelle en direction des jeunes, qui est par ailleurs complètement nécessaire et dont on vient de parler. Comment parler au vendeur de téléperformance pour lui dire que la vente sédentaire chez nous, c'est vachement mieux que dans l'entreprise que j'ai citée. Comment parler au directeur d'usine ou responsable technique d'usine qui n'a jamais fait penser probablement à l'assurance qu'avec ses compétences, il a quand même quelques blocs de compétences qui peuvent tout à fait rentrer dans un ensemble métier de la souscription. Pour peu que on lui apporte, suivant les modalités adaptées, les compléments nécessaires. Comment parler alors a fortiori, et là on n'a pas le choix probablement, à des spécialistes de la cyberinformatique si on veut les faire venir chez nous et profiter de ce marché promis à de beaux développements, si tant est qu'on veuille maîtriser la sinistralité, la prise de risque. Donc c'est un champ de réflexion qui nous semble un peu nouveau par rapport à une vision qui était très centrée, qui était plus centrée, un peu plus jeune, un peu plus communication sectorielle. Là, c'est viens exercer ton métier chez nous, je vais te montrer que c'est vachement mieux. Voilà. Deuxième question, et on va rapidement, et c'est la troisième question. Et si les difficultés de recrutement impliquaient davantage le management face à la rareté des ressources? Alors pour certains métiers, alors c'était typiquement le cas dans les métiers de la souscription en régime aigu de concurrence intra-branche. On voit les managers enrôlés dans des rôles de sourcing, c'est-à-dire que ce sont les RH qui se tournent vers les managers et leur demandent de mobiliser leur propre réseau à eux, leurs anciens, leurs collègues d'école et autres, pour alimenter le sourcing. Il y a 15-20 ans, on connaissait ça dans les métiers de la vente itinérante déjà. Il semble que la pratique a gagné bien d'autres métiers, et donc je souris parce que ces métiers de la vente itinérante, grosso modo, regardez ce que fait. Il y a un côté prédictif des pratiques de la vente itinérante. Il faisait il y a 20 ans ce que tous les métiers font aujourd'hui dans pas mal de domaines. Donc regardez ce que fait la vente itinérante aujourd'hui, ça nous donne un indicateur avancé de ce que pourrait faire d'autres métiers dans les années à venir. On voit que, et ça les RH nous en ont parlé, on voit qu'il y a toujours une attente des managers pour des collaborateurs immédiatement opérationnels. C'est le rêve de ce que quelqu'un a appelé dans le groupe le plug and play. J'ai un collaborateur, je branche et ça fonctionne à plein régime immédiatement. Mais sauf que cette attente, elle est contrariée, et probablement qu'elle est contrariée durablement
par des ressources plus rares, ce qui nous conduit à la troisième question, comment conduire, enfin, y a-t-il d'abord nécessité, et si oui, comment conduire du manager qui quand même a un tropisme vers la consommation de compétences vers un manager qui intégrerait dans le périmètre et dans la légitimité et des activités, je dirais, incontournables de son métier, le fait qu'on va lui demander d'être un développeur de compétences à part entière, en lui demandant peut-être de ne pas rechercher le mouton à 5 pattes, de se contenter du mouton à 3 pattes et de greffer lui-même la quatrième. Voilà, pour prendre une image. Voilà. Donc c'est sur l'ensemble de ces deux questions que on va conclure l'après-midi avec la dernière table ronde. Merci Michel. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents assureurs, donc faute de cet atavisme familial, ça vous rappelle un film, il faut bien composer avec les réalités. Donc voilà nos dernières tables rondes et nos deux derniers invités. Mathieu Algan, donc, qui est directeur du recrutement des talents et de la marque employeur chez AXA, et puis Bruno Venezia, en charge de la prospective métier et des compétences. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Donc finalement, voilà, vous avez eu plein de matières en amont, c'est extrêmement riche. Voilà, j'ai envie de faire comme pour la table ronde précédente, quoi. Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a déjà des choses sur lesquelles vous souhaitez réagir dès à présent? Bon, je peux commencer. Moi, ce qui m'a surpris, c'est de ne pas voir tous les métiers en rouge, parce que c'est quand même, voilà, on ressent sur chacun des métiers qu'on va recruter quand même une difficulté. Il faut aller chercher les gens, donc quel que soit le métier, et on ne veut pas baisser notre niveau d'exigence. Alors peut-être qu'on peut travailler le mouton à 5 pattes, c'est un des sujets de discussion, mais on veut rester très exigeant, et en même temps, chacun des métiers est de plus en plus dur à aller recruter. Donc voilà, on aurait pu avoir presque tout en rouge quelque part. J'étais surpris par l'audit, mais c'est peut-être une méconnaissance du secteur, mais de le voir dans les métiers en forte tension, peut-être à discuter plus tard, mais voilà, c'était une surprise. Et malheureusement, des confirmations. J'aurais espéré qu'ils soient dans le vert, les métiers de commerciaux itinérants, que ça soit plus facile pour le futur, mais c'est dur aujourd'hui, et donc a priori, ça sera dur demain aussi. Juste un mot sur l'audit. Effectivement, ça fait quelques années que l'on voit augmenter de manière structurelle les effectifs, on va dire des métiers de la conformité au sens large, c'est-à-dire audit, contrôle de gestion, et puis dans une certaine mesure risk management également, sachant que les études qui y mènent finalement sont relativement les mêmes, et donc nous placent en concurrence frontale avec beaucoup d'autres secteurs d'activité. Donc il y a peut-être une première piste de réponse là-dessus. Bruno, tu voulais réagir aussi ? Oui, alors en fait, on a une vision. D'un côté, on a besoin de ressources à travers des viviers. Donc ces viviers, on va les rechercher soit en interne, soit en externe. Donc on a parlé, j'ai entendu tout à l'heure, passerelle, mobilité. Et également sur le côté externe, on a beaucoup parlé de la partie formation, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas exploré toutes les pistes qui sont autour de ces viviers. On essaye de se dire justement d'où est-ce qu'on peut aller les capter. Il faut peut-être aussi, et je pense que c'est des éléments creusés autour de ces pistes. Merci. Alors, est-ce que ça vous, les tensions actuelles, donc au-delà de ce premier effet de surprise, ça vous paraît structurel ou davantage conjoncturel? Dans quelle mesure est-ce que finalement le phénomène de crise, je reprends cette question, a eu l'effet d'un accélérateur, d'un révélateur, d'une situation qui en fait préexistait déjà ou qui devrait revenir à une forme de normalité dans les prochains mois à venir? Bon, je ne suis pas économiste, mais c'est vrai qu'il y a des prévisions économiques devant nous. On sent, avec différents indicateurs, qu'effectivement l'économie a l'air de stagner, voire baisser. On entend beaucoup parler de phénomènes un peu à la baisse. Après, c'est vrai que de l'autre côté, on n'a jamais eu autant besoin de ressources. Et ça, on se rend compte en termes de besoin de main-d'œuvre, notamment. C'est ce qu'on voit à travers les enquêtes du BAMO et tout ce qu'on arrive à explorer. Donc c'est vrai qu'on a une injonction paradoxale à traiter pour se dire comment est-ce qu'on arrive à résoudre ces besoins par rapport à une demande et un environnement où finalement tout le monde s'arrache un peu les mêmes viviers. Donc à mon sens, ça risque d'être durable.
Donc il y a un effet de cycle économique, hein, donc on revient à des taux de 2008, ou quoi. Il y a pas mal d'articles là-dessus, donc c'est un effet de reprise de l'emploi post-Covid qui a mis une tension directe sur le marché, quoi, quelque part. Donc ça c'est indéniable. Après il y a une volatilité des compétences aussi, c'est-à-dire que les compétences qu'on avait peut-être avant, qu'on pouvait garder 4-5 ans, ou je ne sais pas quelle était la durée historique, mais maintenant les compétences sont beaucoup plus obsolètes rapidement, et du coup il faut beaucoup plus renouveler, former et retrouver sur le marché. Mais bon, les cycles de l'éducation initiale sont aussi très, très longs dans leur renouvellement, etc. Donc ça crée aussi une tension supplémentaire en termes d'inadéquation de l'offre et de la demande. Ce qu'on voit sur les marchés du cyber, par exemple, où on sait qu'on a un retard, et ça on le sait depuis des années en fait, mais on n'arrive toujours pas à le rattraper. Et on a encore au niveau mondial des millions de compétences qui nous manquent sur ce domaine-là. On le sait, les gens ont envie d'y aller, on forme dessus, mais il y a une inertie en fait, parce que c'est long de construire un ingénieur, et encore plus un ingénieur expérimenté. Donc il y a des choses qui sont là structurellement aussi. Il y a beaucoup de contextes structurels, effectivement. Il y a également des changements sociétaux fondamentaux. On se rend compte aussi que les personnes peuvent changer pour différentes raisons. Et notamment le fait de dire ce que je fais a-t-il du sens ? Voilà, ça les incite aussi à changer, à bouger. Et aussi, ils ont beaucoup de demandes autour de dire est-ce que la façon comment je fais les choses a du sens également. Et donc, il y a beaucoup d'aspirations aussi personnelles qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte par rapport à ces changements profonds. Donc en termes de sourcing, ça vous conduit dans vos entreprises respectives déjà aujourd'hui à envisager des manières différentes de procéder ? Oui, ça c'est la réponse courte. Merci. C'était oui/non dans l'enquête, mais là vous pouvez développer davantage. Je pense que ça peut prendre plusieurs années pour répondre, donc je vais essayer de faire un entre-deux. Oui, complètement. Donc c'est-à-dire que le recrutement c'est un métier de vente complètement aujourd'hui, quoi. Donc, s'il y a des ventes qui prennent longtemps à faire, en fait, il faut travailler le prospect sur plusieurs années pour le faire venir, il faut mieux le comprendre, il faut beaucoup plus segmenter. Donc, il faut énormément diversifier nos approches. Là où avant, caricaturellement, on postait une annonce, les gens répondaient, on les filtrait et puis on sélectionnait le meilleur dans le tas. Le rapport de séduction, c'est inversé, hein, c'est à nous de donner envie. Donc, ça revient à des points sur le manager aussi, le rôle des managers, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Mais on est vraiment dans cette démarche-là. Et il y a aussi, on commence à voir un phénomène d'usure finalement du recrutement sur LinkedIn, pour pas le citer, ou l'usure des CV Tech, quoi. Je regarde. Bon, ça confirme, c'est bon. Quoi, malheureusement, ça confirme. Mais bon, au bout d'un moment, on se dit, on recrute tellement qu'on fait qu'on a quand même des gros volumes et on source énormément de candidats, quoi, même sur des métiers de ressources humaines, quoi, qui sont des vrais beaux métiers, et des métiers de recruteurs qui deviennent aussi, c'est peut-être un autre sujet de discussion, mais le changement de la posture du métier de recruteur aussi, qui est beaucoup plus valorisé, qui doit être beaucoup plus valorisé dans l'organisation et qui devient un métier vraiment complexe. Ces métiers-là, par exemple, pour un métier de recruteur IT qu'on est en train de chercher, on a screené 400 profils à qui on a envoyé un contact. Après, il y en a 200 qui nous répondent, 150 qui disent non, 50 après qu'on qualifie, etc. Donc c'est des volumes, des volumes de recherche et des démarches qui sont assez lourdes. Et donc les 400 qu'on a contactés, ça se trouve, mes collègues les ont aussi contactés. Et au bout d'un moment, on va user tout le vivier quasiment, qui ne va pas se renouveler. Donc il faut qu'on trouve des nouvelles façons de sourcer. Il faut qu'on crée des viviers. Donc tu as évoqué les viviers. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce on a parlé du rebond aussi quand on préparait. Donc on doit travailler les gens quelque part dans une dynamique de flux. C'est-à-dire ils ne viennent pas aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne veut pas leur donner envie et beaucoup d'attention et commencer à les ferrer quelque part. Je réponds trop longtemps. non, mais et ça part aussi. Donc il y a tout. Donc ce phénomène. Pardon, je vais essayer de synthétiser. Mais il y a un phénomène d'usure des réseaux. Donc c'est encore une source, mais il y a quand même du recrutement digital. Ça reste une bonne source, mais il faut qu'on anticipe une forme d'usure. Il y a aussi des démarches très locales en fait qu'il faut créer. Donc le rôle du recruteur est très important pour connaître son terreau, son terrain géographique, son territoire, et savoir où est-ce qu'il faut aller sourcer et comment se connecter au bon réseau local dans la Creuse pour aller trouver ce fameux actuaire en CDD. C'est pas facile, mais peut-être qu'un vrai recruteur qui est sur le terrain et qui connaît bien le terrain, il va savoir où le trouver. Et donc c'est ça qu'on veut développer. Donc c'est protéiforme, quoi. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une source, et c'est ça tout l'enjeu aussi pour le métier du recrutement. C'est d'être vraiment sur des gens qui sont créatifs, qui ont cette capacité à aller chercher, qui ont cette capacité à aller mesurer quelle est la bonne source, en tester une autre et se renouveler en permanence.
C'est vrai que la stratégie de recrutement évolue fondamentalement. Si on se redonne déjà quelques chiffres, on va se dire qu'aujourd'hui, le taux de chômage est aux environs de 6%. Chez les cadres, il est de 4%. Donc ça veut dire que, enfin, c'est les derniers chiffres que j'ai eu de l'APEC. Derrière, ça veut dire que les personnes, aujourd'hui, quand on publie une offre, si la personne ne fait pas l'acte, il y a moins de personnes qui vont venir la chercher. Il faut avoir une stratégie forcément multicanale pour pouvoir aller chercher ces nouveaux profils. Et si on se dit les choses, c'est que s'il y a assez peu de personnes qui sont en recherche active d'emploi, il faut utiliser ceux qui sont en recherche passive. Et donc, utiliser ceux qui sont en recherche passive, c'est aller chercher ceux qui sont en poste. Alors, bon, j'imagine mal dire je vais aller chercher chez vous, chez un tel ou tel profil. Donc, c'est sûr que les stratégies d'innovation autour des axes de recrutement, c'est d'essayer de dire déjà se distinguer. La première chose, c'est le design des offres. Il faut qu'on arrive à faire des choses. La marque employeur, qu'on arrive... Bon, tout ça sont des choses qu'on a déjà fait. Mais aujourd'hui, si on pousse encore un peu les actions de recrutement, est-ce que demain, on pourra faire du recrutement en anticipation d'un besoin? Et là, on commence à dire, d'habitude, le manager vient, je veux ma ressource tout de suite. Et si je reprends le cas, par exemple, d'un BTS Assurance, demain, se dire, de toute manière, des BTS Assurance, je sais que je vais en avoir besoin dans l'année de X, que ce soit en gestion des sinistres, que ce soit en côté vente. Et par contre, accepter aussi qu'il y ait des changements, y compris, pourquoi pas réglementaires, puisqu'aujourd'hui, un CDI, c'est associé à un métier. Voilà. Se dire que demain, je fais un recrutement, je ne sais pas encore sur quel métier je vais pouvoir donner aux collaborateurs. Donc on est aussi sur des changements peut-être profonds, parce que le coût d'un recrutement, aujourd'hui, peut-être qu'on est capable de le lisser en disant je suis capable de recruter un collaborateur 3 ou 4 mois à l'avance, parce que je sais que je vais m'économiser aussi en termes de coûts. On sent que les data science ont de l'avenir aussi dans le domaine RH, à la fois en termes de recrutement, ce qui est moins dit effectivement, aussi en termes de mobilité, de formation. Alors formation avant la mobilité ou pour accompagner la mobilité, mais il y a pas mal d'autres approches possibles. Vous alliez réagir, Mathieu ? Mais je ne sais plus sur quoi. Non, pardon, c'était sur le sourcing. Non, c'était la recherche prospective, en fait, en anticipation, en fait. Et c'est effectivement ce qu'on demande aux recruteurs, c'est-à-dire, on sait qu'on recrutera des actuaires en permanence sur les prochaines années. Donc, même si on a on a plus qu'une offre aujourd'hui, mais même si on n'a qu'une offre ou 10 offres, en fait, c'est pas grave si on envoie 20 et 20 bons. Il faut les qualifier, il faut les faire rentrer dans le vivier, il faut entretenir la relation avec eux, quoi. Donc, et c'est comme ça qu'on réduit les temps aussi de recrutement, parce que si on commence la recherche au moment où l'offre tombe sur le bureau et qu'il est dans les systèmes, là on part sur des délais qui sont déraisonnables pour le business, quoi. Donc cette démarche proactive, elle est essentielle, je pense, dans le monde de demain du recrutement. Donc j'imagine que ça concerne aussi ce qu'on appelle le phénomène des salariés boomerang. C'est-à-dire qu'à la fois soigner, il y a le recrutement, mais il y a aussi le départ qui est à soigner, parce qu'un salarié qui part est susceptible de revenir, notamment des alternants qui... Voilà, entre deux phases d'études, entre le BTS et la licence, entre la licence et le M1, le M1 et le M2, et puis après le M2, peuvent avoir envie d'essayer plusieurs entreprises, plusieurs métiers, plusieurs secteurs d'activité avant de décider de se poser. Et donc, c'est pas parce qu'on les voit partir à un moment donné qu'on n'a pas quelque chance de pouvoir les capter à nouveau un petit peu plus tard. C'est vrai que l'expérience collaborateur, elle commence, je parlais tout à l'heure du design des offres, elle commence déjà par ça. C'est la première relation qu'une entreprise peut avoir avec un futur collaborateur. Après, il y a tous les parcours d'intégration, toute la gestion de sa vie au sein de l'entreprise, et y compris la gestion de sa sortie. Aujourd'hui, on en est là, faut qu'on arrive aussi à capitaliser sur tous les éléments. C'est vrai qu'on travaille... on essaye d'avoir une galerie, on se fait des galeries d'avantages pour les collaborateurs. Il faut aussi se dire que derrière ces avantages, ils savent aussi ce qu'ils perdent s'ils partent. Voilà, et c'est pour ça des fois que le côté boomerang il revient, en se disant finalement j'ai essayé, ou alors je me suis donné des chances aussi de me développer ailleurs. Et finalement nous bien sûr, on essaye de reprendre aussi le collaborateur avec ce qu'il nous avait apporté lorsqu'il était présent chez nous, mais également avec ce qu'il a acquis lorsqu'il a été à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir comme ça des collaborateurs qui s'enrichissent à l'extérieur, nous, on essaye aussi de le faire à notre humble manière. On a parlé un peu de mobilité également. Nous, on essaie de le faire aussi sur toutes les mobilités horizontales, notamment.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité verticale. C'est principalement les principaux enjeux quand on parle de gestion des parcours professionnels. Mais le fait de dire, par exemple, je suis data analyst, je suis à la RH, je vais passer à la gestion économique, je vais passer dans un autre service, on enrichit à chaque fois à travers la matière qu'on peut capitaliser et apporter. Je pense que c'est une richesse supplémentaire, effectivement, qui a été apportée à nos entreprises depuis quelques années. Un exemple qui était donné tout à l'heure, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, aurait été paraître choquant. Mais passer de l'indemnisation à la souscription, c'est sûr que c'était quelque chose qui n'avait rien d'évident. Il y a encore ne serait-ce que 20 ans, parce qu'on était dans des filières de métiers qui étaient extrêmement bien cloisonnées, dans des organisations très en silo, très verticales. Et l'indemnisateur pouvait râler à propos du souscripteur parce que la clause était mal rédigée. Le souscripteur râlait à propos de l'indemnisateur qui n'avait pas compris l'esprit des lois. Mais l'un dans l'autre, il y avait peu de passerelles entre les deux, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même davantage favorisé. Donc en termes d'intégration, en termes de parcours professionnel, donc dans vos entreprises respectives, mais je pense qu'on pourrait élargir aussi à bien d'autres entreprises de la place, c'est quelque chose qui rentre aujourd'hui carrément dans la stratégie RH, dans la manière de penser la gestion des personnes, des salariés de vos entreprises. Juste un mot sur les alternants, pardon. Et je reviens. Donc oui, les alternants, c'est une autre source aussi de sourcing, effectivement, sur les métiers en tension ou de manière générale. Donc on transforme un peu plus de 20% des alternants en contrat, CDD ou CDI dans l'entreprise. On voudrait faire plus. Et on les accompagne, quand bien même ils partiraient, on les accompagne pour leur recherche d'emploi ailleurs, etc., pour qu'ils gardent un bon souvenir de l'entreprise. On a tout un process d'offboarding en fait pour s'assurer aussi qu'on garde les bons s'ils ont envie, etc. Parce que c'est vrai que, comme on disait, une fois qu'on a goûté à l'assurance, finalement, beaucoup de gens restent et apprécient la diversité des métiers, la richesse de ce qu'on fait et l'impact sociétal qu'on a qui est malgré tout indéniable et qui est réel. Et qu'on vit au quotidien. Et du coup, on capitalise beaucoup pour les gens, surtout les gens qui ont goûté l'assurance. Sur la transversalité des métiers, oui, bien sûr. Donc on a des académies métiers sur les métiers de l'IT ou sur les métiers de l'assurance aussi. Donc j'ai des recruteurs qui sont partis dans les académies du Yard. Je regarde mes collègues, c'est l'académie du Yard, je ne me souviens plus exactement du nom. Ou qui sont devenus testeurs, ou qui sont devenus développeurs aussi, de la RH dans ces métiers-là, et bien sûr d'autres métiers de l'assurance vers d'autres métiers de l'assurance. Donc c'est quelque chose qu'on cherche à développer pour offrir des perspectives de développement, faire basculer. Ça crée beaucoup de richesses, comme vous le disiez, en termes de compréhension transverse et systémique de l'organisation, de pouvoir basculer d'un métier à l'autre et de voir différents éléments de la chaîne de valeur de l'assurance. Et alors, le rôle et la place du manager dans ce processus ? Alors, le manager, c'est sûr, doit, premièrement, bien prendre conscience que son besoin immédiat peut difficilement être servi dans le contexte actuel. Bon, ça paraît évident. Donc, la première chose, c'est vraiment renforcer la proximité au sens partenariat entre la RH et les managers. Déjà, la RH doit se positionner en amont sur le côté organisation, qualification des besoins. Le besoin est-il justifié ? Alors, on sait que si un manager arrive demain, on a besoin d'un spécialiste en sécurité, on comprend son besoin. Oui, ton spécialiste en sécurité, je vais te mettre 6 mois à te le trouver. Bon, c'est indicatif, je suis pas sûr, mais c'est à peu près pareil pour tout le monde, j'imagine. Voilà. Disons que le but de travailler avec les managers en amont sans organisation, il faut vraiment essayer d'anticiper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça, c'est quelque part aussi des formes de contrats de service qu'on doit mettre en place avec les managers au sens global. C'est anticipe tes besoins. Anticipe tes besoins. Tu connais ton activité, anticipe son évolution. On pourra anticiper l'évolution de tes besoins et donc on aura le temps pour répondre en avance de phase. Et ce temps, il est nécessaire pour 2 choses. 1, adapter les moyens, que l'entreprise puisse savoir de quels moyens elle doit mettre à disposition des managers. Voilà. Et le deuxième point, c'est aussi le temps humain. C'est-à-dire être capable de prendre en compte le temps humain de développement. Soit d'aller chercher dans les viviers ou de créer des relations avec des collaborateurs, parce que ça prend du temps, cette nouvelle forme de recrutement, ou le temps de l'adaptation et de la transformation des compétences de ressources existantes.
Parce que la première chose aussi qu'on doit faire avec le manager, c'est de dire, bon, alors, soit tu attends 6 mois, soit derrière, il y a quelqu'un à côté, et on essaye de pouvoir le faire évoluer. Et aujourd'hui, ça fait partie aussi des enjeux des entreprises telles que les nôtres, hein, de pouvoir faire évoluer leurs collaborateurs. Mais c'est vrai que le manager qui a besoin de quelqu'un aujourd'hui, ben, ça ne laisse pas le temps de mettre en place un plan de développement pour des collaborateurs qui peuvent parfois durer 1 an, 2 ans. Voilà, il faut vraiment travailler avec eux en amont sur tous ces points. C'est une des difficultés, effectivement, de concilier le temps du business avec le temps de l'humain en intégration. C'est le même constat aussi, Mathieu, j'imagine? Oui, bah, le temps de l'humain, c'est du temps business. En fait, il n'y a pas de séparation entre les deux. Souvent, quand on dit les gens vont en formation, ils sont pas en train de travailler ou quelque chose comme ça, quoi. Tout ça doit être intégré quelque part. Donc, il faut qu'on change d'image de tout ça. Le manager, chaque collaborateur doit être un recruteur aussi quelque part aujourd'hui en termes de, il porte la marque, il porte la qualité de l'expérience de vie dans l'entreprise. Donc, c'est nos premiers recruteurs. On envoie les managers sur les salons de manière systématique avec les équipes de recrutement, parce que ce que cherchent aussi les candidats, c'est une opportunité de développement, mais c'est un environnement de travail, quoi, au sens large. C'est ça, des fois, qui se cache derrière le mot sens. Finalement, le sens, c'est pas juste agir pour le climat, c'est du sens pour eux en tant qu'individus, quoi. Donc il y a quelque part la raison d'être de l'entreprise, mais il y a pas mal de diversité quand même dans ce qu'ils vont rechercher. Il y a le salaire, bien sûr, mais il y a l'environnement de travail de proximité, et donc la qualité du manager qu'ils vont avoir et de l'environnement de collègues et d'expertise qui vont rejoindre. Donc le manager doit lui aussi être un vendeur ou un recruteur avec toute la connaissance de ce qu'il faut pour raconter la bonne histoire et bien accrocher les candidats et se mettre dans la bonne posture. Et puis quand bien même on lui donne ce mouton à 5 pattes, c'est un instant T en fait. Donc c'est pareil, les métiers évoluent tellement, les structures évoluent tellement qu'il sera obsolète dans tous les cas et il perdra une des pattes au bout de 2-3 mois s'il évolue pas. Donc c'est là où l'importance des soft skills. Alors c'est vrai que la technique, des fois elle s'invente pas et ça prend pas comme ça en quelques semaines sur le terrain. Mais c'est la capacité à apprendre et encore plus en mise en exergue finalement, parce que bon, c'est un jour on est bon, mais c'est pas pour ça qu'on sera toujours bon. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions Pardon, je vais mettre le micro, ça on m'entendra mieux, notamment ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Non, une envie de réagir? Attends Bruno. Ouais, on va te donner le micro parce que sinon on n'entendra pas, ou alors il faut que je répète ta question. C'est pas une question mais une remarque. On a du mal à attirer des jeunes ou des moins jeunes et en même temps ils partent pas. Enfin, on voit que le taux de turnover sont très très bas. Donc c'est juste un espèce de paradoxe et une remarque. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours. C'est devenu une tarte à la crème ou un leitmotiv, mais on vient dans l'assurance par hasard, mais on y reste par passion ou par choix. Mais c'est vrai que ça, voilà, si on faisait le tour voilà, dans la salle, en général, c'est cela, comme je disais en plaisantant, sauf atavisme familial, mais la plupart du temps, quand on y va goûter, ou tout à l'heure, quand on parlait des métiers en tension, qu'on distinguait entre les sinistres simples et les sinistres complexes, on a plus de tension, plus de difficultés à recruter sur des sinistres simples, hein, standards et conventionnels, que sur des sinistres complexes. J'ai envie de dire que peut-être qu'une des premières pistes d'explicatives, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à les attirer, à leur faire goûter finalement ce que ça représentait de gérer des sinistres, finalement on y prend goût, et alors avec tous les domaines de spécialisation possibles, parce que c'est vaste le monde des sinistres, et une fois qu'on y a goûté, on a envie de s'y spécialiser, il y aurait bien de quoi y faire une carrière entière. Et puis il y a plein d'autres métiers qui sont comme ça, et on a des métiers qui à la fois sont très variés, et qui chacun individuellement donnerait la possibilité, il faudrait plusieurs vies pour aller au bout. Est-ce que vous avez le sentiment que voilà, du côté entre les jeunes générations, il y a un fossé une différenciation générationnelle qui s'opère par rapport à cette approche des métiers, ou le rapport à l'entreprise, le rapport au métier, à l'apprentissage, à l'évolution professionnelle? Allez, j'y vais, je me lance. 2 choses. Je vais le faire sous l'angle, je veux dire, la perception des entreprises d'assurance et sous l'angle de la partie formation. Sous l'angle de la perception des entreprises d'assurance, c'est vrai qu'on a l'avantage dans des situations économiques telles que celles que nous nous préparons à la vivre, d'avoir un environnement assez stable. C'est-à-dire qu'on est quand même des structures assez stables.
On a également, pour les attirer, toujours, hein, si on reprend aussi, c'est quoi par rapport à comment est-ce qu'on peut attirer aussi des nouvelles générations, hein, c'est nous sommes des structures locales. Ça aussi, c'est des choses aussi qu'il faut quand même prendre en compte. Et on fait travailler également des structures locales. C'est-à-dire que quand on fait de l'indemnisation, quand on doit réparer un toit, on fait intervenir des artisans locaux. Donc c'est vrai qu'il y a aussi déjà ces dimensions-là qui peuvent aussi attirer les jeunes. Enfin, je pense qu'ils sont très sensibilisés avec ce genre aussi d'arguments. Je pense également qu'il y a tout le côté structure inclusive, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai nous sommes vraiment des structures qui essayons comment dire, d'être des marqueurs pour, je veux dire, sociétaux, dans le fait de dire on inclut le maximum aussi de personnes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les problématiques de recrutement qu'on a, ça fait partie aussi des sources dont aujourd'hui on ne peut plus se priver. Parce qu'on a des personnes compétentes qu'on peut faire venir aussi à nous dans nos métiers. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est capable de faire venir des nouvelles générations sur cet intérêt. Sur le côté formation, c'est vrai que, si on reprend il y a quelques années, on avait beaucoup de formations avec des doubles compétences. Par exemple, l'informatique de gestion. Voilà. Et on avait des équivalences quand on sortait de l'informatique de gestion avec des niveaux comptables, par exemple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du BTS Assurance. Je reprends aussi ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il y avait des BTS notaires, profession immobilière, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y a finalement assez peu de formations qui intègrent un peu une dimension assurance. C'est-à-dire des formations un peu généralistes. Donc c'est peut-être aussi cette notion de double compétence qui permettrait de dire ok, moi je veux faire de l'informatique. Là je n'ai pas réussi à être pris dans tel domaine. Je fais de l'informatique appliquée à l'assurance. Et donc finalement, on rentre aussi dedans, un peu par hasard, ce qu'on était capable de se dire. Allez, et si on pousse les choses, il n'y a pas de question sur l'assurance dans le code de la route. Pourtant, il y a des questions sur l'éco-conduite, c'est pas obligatoire, mais une assurance, c'est obligatoire. Donc, voilà, c'est aussi les relations que peuvent avoir les jeunes. Le permis de conduire, c'est un moyen aussi d'accéder aux jeunes et de rentrer peut-être avec ce genre d'éléments. Donc, pourtant, depuis 1958, quand même. Bon. Voilà. Sur les générations, j'ai toujours du mal à catégoriser par génération des comportements. Je trouve que on introduit un biais dans la discussion et quelque part une projection d'image qui peut être fausse. À chaque fois qu'on regarde les stats, souvent c'est pas très quoi. Il y a des stats sur la mobilité effectivement, mais ça s'explique qu'on bouge moins au bout d'un certain âge, etc. Mais c'est pas parce que les gens n'ont pas envie de bouger. Donc là, on a fait toute une semaine de la mobilité, etc. Les gens que j'ai rencontrés, que je rencontrais au hasard, c'était des gens qui avaient beaucoup bougé, qui avaient beaucoup d'expérience dans l'entreprise, qui étaient extrêmement dynamiques, etc. Et on voit des jeunes qui sont vieux dans leur tête aussi, très rapidement, quoi. Et tout ça se mélange, en fait. Donc je serais pas à l'aise à faire des catégories par âge. C'est sûr que sur TikTok, quand on fait des campagnes de recrutement, on va plutôt cibler malgré tout des jeunes, etc. Mais c'est pas forcément... C'est là qu'ils se trouvent. Mais c'est pas, par contre, je me limiterai à ça plus qu'à des analyses de comportement et de dynamique par rapport à ce qu'ils recherchent en termes de sens. Il n'y a pas que les jeunes qui cherchent du sens dans le travail, quoi. Ça serait dingue de dire ça. Je pense que tout le monde cherche du sens et tout le monde a cherché du sens dans son travail. Après, on l'a trouvé différemment au fur et à mesure du temps, mais c'est pas des choses qui sont propres aux jeunes, je pense. Je vois l'heure qui tourne, on a déjà largement débordé d'une vingtaine de minutes. C'est pas notre record, mais quand même, et déjà. Est-ce qu'éventuellement, il y a une dernière question conclusive qui viendrait de la salle? Je regarde en même temps à distance sur le chat, mais ils sont toujours là, mais voilà, il n'y a pas d'autres questions. Le mot de la fin, peut-être? Ou vous l'avez déjà donné? C'est vrai que dur de conclure une telle journée, un tel après-midi. C'est riche, voilà. C'est riche. C'est un bel exercice. Non, en fait, c'est vrai que les problématiques de recrutement aujourd'hui, on se rend compte, on voit tous qu'on a beaucoup d'enjeux face à nous. On est à la frontière entre les enjeux sociétaux, les enjeux organisationnels, puisqu'il y a aussi toute la partie demande et réactivité des managers et des organisations. Et en même temps, on voit qu'il y a aussi des axes, je veux dire, à trouver sur les aspects formation notamment, pour pouvoir aussi trouver une diversité, mais pas seulement la formation, également tous les axes, les nouvelles cibles et viviers que l'on pourrait identifier.
Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne nouvelle en fait que le marché soit en tension, parce que ça valorise nos métiers de recruteurs, ça nous met au plus haut niveau dans l'organisation, au niveau des COMEX, ça les préoccupe ce sujet-là, ils en parlent beaucoup et ils se posent beaucoup de questions sur le sujet, donc c'est super. On est tous aussi employés quelque part, donc c'est bien d'être dans un marché qui est plutôt dynamique, tendu aussi pour nous, et ça nous pousse à être créatifs sur nos façons de faire, et en même temps il y a toujours des gens qui cherchent du travail par ailleurs, donc on arrivera, je pense, à faire matcher les deux, mais il faut se challenger, et c'est une bonne nouvelle de devoir se challenger maintenant. Bien, écoutez, merci à tous les deux.